Ok, salut les satans. Eh oui, je peux sauter, je peux remarcher. Fantastique. Alors ouais, vous en faites pas, je sais bien que vous n'êtes pas démoniaque. Mais en fait, celui qu'on appelle le Satan Eurystomus est en réalité un poisson-chat aveugle. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de quoi paniquer, hein. En revanche, l'homme dont on va parler aujourd'hui est vraiment très loin d'être un ange. Et on lui a d'ailleurs souvent prêté des intérêts sataniques. Eh oui, on le connaît sous plein de pseudonymes aussi mystérieux les uns que les autres. Maître Thérion, Frater, Père du Rabot, et le plus terrifiant... Great Beast 666. Bon, là-dessus, vous allez me dire... Mais sérieux, qui peut bien porter ce genre de nom? Eh bien, un personnage très haut en couleur qui a fait des sciences occultes sa grande spécialité. Petit aparté, puisque cette vidéo se fait en partenariat avec Audible. Et Audible, si ça vous parle pas, c'est quand même la première application premium de livres audio, de séries et de podcasts. Si vous aimez lire mais que vous n'avez pas le temps, très clairement, les livres audio sont faits pour vous. Vous pouvez les écouter en faisant du sport, dans les transports ou même avant de vous endormir. Vous pouvez y accéder sur un site web ou par une application et il y a des tas de catégories possibles où vous pourrez trouver votre bonheur. Et à savoir que le catalogue compte près de 400 000 titres, donc vous avez quand même de la matière. Quant à l'abonnement, il est à moins de 10 € et il est résiliable à tout moment. Mais j'ai eu accès à une petite promotion qui fait que vous aurez 2 mois gratuits si vous vous inscrivez par ce lien qui s'affiche ici ou que vous avez directement en description. D'ailleurs, parmi tous les audiobooks téléchargeables, il y a Le Tueur du Zodiaque. Ça devrait peut-être vous rappeler l'une des bulles qu'on avait fait sur ce sujet, vous savez. Ça pourrait faire un complémentaire sympa. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, que ce soit pour découvrir des histoires aussi incroyables que celles de notre personnage du jour ou pour autre chose. Sur ce, on est reparti. Il fut astrologue, tarologue, franc-maçon, mais aussi poète, écrivain et alpiniste. Voilà, précise. Et vous allez voir qu'il ne s'est pas vraiment contenté de pratiquer cela discrètement. En fait, c'était aussi le roi de la provocation, à la fois homme de lettres, érudit et dandy aux mœurs complètement anarchiques. Il s'est d'ailleurs donné lui-même le titre de grand mage après avoir fondé sa propre société d'études de la magie. Eh, tu veux dire un magicien, genre Harry Potter avec la baguette et tout? Alors, en l'occurrence, ce serait plutôt Voldemort en fait. Et tu vois, un petit peu comme le célèbre sorcier, il a fini par devenir quelqu'un dont on osait à peine prononcer le nom. Et pourtant, il a inspiré des dizaines et des dizaines d'artistes que vous connaissez certainement et que vous admirez. Son influence dans certains milieux a été considérable, tout en restant quand même un champion toute catégorie de la controverse, soupçonné des pires vices que vous pouvez imaginer. Certains disent qu'il s'agit de l'homme le plus malsain au monde, mais ça peut être aussi à vous d'en juger. Et pour ce faire, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, à la fin, il y aura un petit sondage qui me permettra d'être fixé sur la question. Et en même temps, vous verrez les réponses des autres. Dans tous les cas, je vous conseille de bien vous accrocher, le temps que je vous raconte la vie mouvementée et mystérieuse de celui qu'on disait être l'homme le plus pervers de tous les temps. J'ai nommé le mage Aleister Crowley. En 1889, au sein d'un vieux manoir écossais proche du Loch Ness, d'étranges cris troublent le voisinage. Sur les murs, on trouve des inscriptions ancestrales et au sol, des symboles rituels. Lorsqu'on pénètre dans les salles principales, on assiste à une sorte de messe noire. Hommes et femmes y partagent, par le sexe et les sauvages incantations, la même hostie luciférienne. Au centre siège Aleister Crowley, prince des ténèbres de 25 ans. Les paysans des Highlands racontent d'ailleurs qu'il est Satan en personne. Ok, ça fait un peu froid dans le dos, hein. Mais bon, revenons un petit peu dans le temps. Au moment où Edward Crowley vient au monde, le 12 octobre 1875. Bon, vous imaginez bien qu'il n'est pas né avec la réputation de dominer les enfers, hein. Être maléfique, ça prend du temps. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas vraiment destiné à devenir ce genre de personnage inquiétant. Pour tout vous dire, la famille de Crowley était protestante, membre des Darbistes, aussi appelés frères de Plymouth, une branche très fermée et puritaine du christianisme évangélique. L'enfance du jeune Édouard a donc été rythmée par les lectures de la Bible, les préceptes religieux, la dévotion extrême de sa famille et l'école évangélique dirigée par un révérend au comportement un peu douteux. En plus, il se trouve que les Crowley ont fait fortune dans la brasserie. Edward profite donc d'un confort matériel dès son plus jeune âge et ne manque de rien. Tout ça, c'était avant le drame, messieurs, dames. Ah, tu l'as dit. En 1887, alors qu'il n'a que 11 ans, Edward Crowley perd son père. Bon, en fait, il faut savoir qu'il lui vouait une grande admiration. Et ce moment est important car c'est à partir de là que Edward commence à rejeter tout ce qu'on lui a appris. Il doute du bien fondé des récits bibliques, trouve des incohérences dans les discours chrétiens, clame que la bourgeoisie dont il est issu est une grosse bande d'hypocrites. Et voire même des sacrés connards. Ouais, bref, le garçon se rebelle quoi. On le confie alors à la garde de son oncle, Tom Bishop, qui, pour le coup, était encore plus fanatique que les autres membres de la famille. Merde. Au point de se montrer cruel avec le gamin récalcitrant. Pour vous dire, en fait, il le force à apprendre la Bible par cœur et se serait même montré violent à plusieurs reprises. À cette époque, Edward était même surnommé la bête. On l'humilie
humilié régulièrement. Ah ouais, d'accord, bah sympa comme cadre pour s'épanouir. Ouais, c'est clair qu'on a vu un peu mieux. Hein. Donc, privé de tendresse pendant ses jeunes années, Edward a déjà l'esprit un peu plus tordu que la moyenne. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Pendant ses études, sa vie prend une toute autre tournure. Il s'intéresse à la poésie et décide de changer de nom. Adieu Edward, désormais on l'appellera Aleister. Et Aleister est déjà riche. En fait, il a hérité de la fortune familiale et passe le plus clair de son temps à la dilapider. Et il ne s'est pas assagi, bien au contraire. Le jeune étudiant fume, parle ouvertement de masturbation et publie des poèmes érotiques très crus. Selon lui, sa première conquête fut une servante avec qui il eut des relations dès l'âge de 14 ans dans le lit de sa propre mère. Il fréquente des prostituées qui lui refilent quelques vilaines maladies vénériennes. Aleister Crowley tient même des cahiers dans lesquels il relate ses diverses expériences sexuelles. D'ailleurs, ça mérite bien un petit extrait. La fille est une putain vigoureuse d'environ 26 ans. L'orgie a duré de 11 à 22 heures et la cérémonie fut effectuée 3 fois. Ah oui, je vous avais pas dit. En fait, sa nouvelle passion, c'est l'occultisme. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la magie, à l'ésotérisme et au paganisme, ça y est, c'est son truc. Et avec les femmes qu'il séduit, qu'il appelle les écarlates, il pratique des rituels mystérieux, des cérémonies, et il les initie à ce qu'il nomme son art. Ça devient légèrement glauque, c'est quand qu'on passe au sacrifice? Pas maintenant. Mais bon, faut le comprendre aussi à Aleister. Selon lui, il serait une sorte de nouveau messie des forces obscures. En 1896, alors qu'il était encore assez jeune, il raconte avoir eu une vision qui lui aurait révélé que la magie était la clé et que sa destinée était de devenir un grand mage et de mener l'homme vers l'accomplissement de sa volonté. Sauf que pour l'instant, question carrière, Aleister Crowley ne sait pas trop quoi faire. Bon, le mec a tout essayé quoi. Joueur d'échecs, écrivain et même diplomate. D'ailleurs, pour l'anecdote, lors d'une mission de diplomatie en Russie, certains racontent qu'il aurait rencontré Grigori Rasputin. Ah oui, un autre personnage fantasque dont on raconte la vie dans une merveilleuse bulle qui est sortie il y a quelques mois. Exactement quoi. N'hésitez pas à checker la vidéo, ça s'affiche là. Elle est là quoi. Attendez, regardez, elle passe ici. Hop là, c'est parti. Bref, tout ça pour vous dire que Crowley commence à être sérieusement perché. Et ça tombe bien puisqu'il trouve des mecs aussi perchés que lui. En 1898, il intègre l'ordre hermétique de l'Aube dorée, qu'on appelle en anglais The Golden Dawn. Et dans cette société secrète, on étudie tout ce que Crowley aime. Les sciences occultes, la magie, l'astrologie, l'alchimie et même le voyage astral. Marc Auberne, je vous tease un peu. On y enseigne aussi les grandes religions monothéistes et les croyances païennes. Bref. Comme souvent dans les sociétés secrètes, on y pratique beaucoup de rituels destinés à passer différents grades. Crowley s'enferme alors régulièrement chez lui et s'entraîne à la magie. Il cherche à joindre différentes entités mystiques, il se réfugie dans les drogues comme la cocaïne, l'héroïne et s'enivre jusqu'à plus soif. Il lui semble entendre parler des démons dans les murs de sa chambre, comme une clameur venue d'un autre âge. Il aurait même presque réussi à faire disparaître son propre reflet dans le miroir. Donc bon, vérité ou fumisterie, ça on n'était pas là pour savoir, mais ça a de quoi inquiéter un petit peu. En tout cas, pour poursuivre ces étranges activités, le bougre va même s'acheter un manoir en Écosse devenu célèbre. Plus exactement connu sous le nom de Boleskine House, cette demeure, sur les bords du Loch Ness, accueille des messes noires, qui prennent, selon les récits, la forme d'orgies, où tout le monde est complètement ivre et se livre à des pratiques occultes. Selon les légendes, il suspendait ses maîtresses la tête en bas et il laissait des petits cadeaux dans les couloirs pour ses visiteurs. Des cadeaux? Bah c'est plutôt gentil, moi j'aime bien. Ces cadeaux étaient en fait un petit peu spéciaux quoi, c'est ça que j'ai envie de te dire, puisqu'en fait il s'agissait d'excréments. Après il considérait quand même que les siens étaient sacrés. Le manoir recèlerait d'ailleurs une énergie maléfique qui porterait malheur à son propriétaire. Mais bon, ça n'a visiblement pas éloigné Aleister Crowley, bien au contraire. À 25 ans, ce cher Crowley a donc une solide réputation de pervers. En même temps, bon, dans cette Angleterre victorienne qui s'offusque du moindre euro lâché par inadvertance, merci, on avait du mal à visualiser là en plus, eh bien, on s'attire vite une mauvaise réputation. En effet, Aleister Crowley, en vivant à l'époque victorienne, avait tout pour déplaire à ses contemporains. Dans une société encore très marquée par le puritanisme protestant, les traditions veulent que l'on cache et dissimule sa vie intime. Hors de question de soutenir la prostitution, qui se retrouve pourtant à chaque coin de rue. Les valeurs morales et religieuses sont au cœur de tous les foyers, et un homme qui fréquente les travailleuses de la nuit, tout en bafouant ouvertement la rigueur chrétienne, ne pouvait qu'être considéré comme infréquentable. Du coup, le gars a quand même envie de prendre un peu l'air. Il part donc s'initier au yoga en Asie. Là-bas, il découvre le taoïsme et le bouddhisme. Puis il se rend ensuite au Mexique, où il serait devenu franc-maçon. Et là-dessus, on peut se dire, est-ce que ces voyages initiatiques vont l'aider à se calmer ? Bien sûr que non.
tout juste. Alors certes, il se marie à une femme, Rose Edith Skerret, mais leur relation est faite de haut et de bas. Car Alistair multiplie les maîtresses. Bon, du coup ça aide pas. Et oui, puisque la monogamie pour lui, c'est un peu mort. La seule chose qui semble rester stable, c'est sa recherche de magie, sa passion pour le culte et les provocations qui vont avec. Mais ce mariage sera quand même la cause de la plus grande révélation que le mage dit avoir vécu. Lors de leur lune de miel au Caire, en Égypte, Rose, qui était un petit peu médium, dit avoir eu une vision du dieu égyptien Horus, lui confirmant que Crowley avait de grandes choses à faire sur Terre. Et peu de temps après, Crowley raconte avoir reçu un enseignement d'une entité nommée Aiwass, qu'il définit comme son ange gardien personnel. Ce dernier lui aurait récité de quoi écrire le livre de la loi 3 nuits durant, le 8, 9 et 10 avril 1904. Voilà, notez dans votre carnet, c'est toujours important. Bon, dans ce bouquin, apparemment dicté par un dieu, on trouve grosso modo l'annonce d'une nouvelle ère pour l'humanité dont Crowley serait une sorte de prophète, évidemment, c'était si dur à trouver. Eh ben, il s'arrange pas celui-là. Oui, en même temps, je vous ai prévenu. Il y décrit la doctrine de Téléma, une forme de religion dont les 3 préceptes sont « Fais ce que tu voudras sera le tout de ta loi. L'amour est la loi, l'amour sous la volonté. Il n'y a d'autre loi que fais ce que tu veux. » Alors, comme ça paraît pas si fou non plus. Bon, il est question de redécouvrir sa propre volonté, de réaliser la part de divin en chacun de nous et de s'affranchir des lois terrestres qui empêcheraient l'homme de s'accomplir. Mais surtout, Crowley imagine que tout ça peut se faire par ce qu'il appelle la magic, une forme de magie sexuelle, quoi. Oui, parce que l'orgasme serait une forme d'énergie magique, comme un sort qu'on lance. Wingardium Leviosa. Stop it, Rod, stop! Bref, suite à cette soi-disant révélation, Aleister Crowley fonde son propre ordre, qu'il nomme très sobrement Astrum Argentum. Et croyez-moi, ça en attire mine de rien des disciples. Et Crowley les forme et les initie au sein de l'abbaye de Thélème, un lieu où il reçoit ses aspirants mages et se livre à des cérémonies et des cultes magiques. Et même hors de ses murs, le mage est devenu célèbre. Il publie des recueils pornographiques, obscènes et blasphématoires, dont on disait qu'ils étaient les livres érotiques les plus dégoûtants de toute la langue anglaise. Ouais, voilà, certains en ont fait leur maître à penser, et d'autres le considèrent tout simplement comme le pire des êtres humains qui ait foulé la terre. Après tout, quand même, il est égocentrique, volage, pervers, antichrétien. On l'accuse de tous les maux sans forcément de véritables fondements. Typiquement, le satanisme, le viol, les sacrifices, la pédophilie, c'est le bouc émissaire parfait, quoi. Là-dessus, si vous pensez que Crowley est peiné par sa réputation et qu'il cherche à se racheter aux yeux de la société, vous êtes loin du compte. Aleister Crowley clame son addiction aux drogues. Il écrit sous mescaline et adore l'héroïne. Il boit de tous les alcools, se ruine en procès et vit une existence de dandy bourgeois. Très fier des horribles surnoms qu'on lui donne, comme l'homme à pendre, le roi de la dépravation ou encore le porc universel, il garantit de très bons tirages lorsque son nom apparaît dans les journaux. Le journal britannique John Bull le surnomme l'homme le plus pervers du monde. Et ça ne l'empêche pas de continuer à séduire les femmes et les hommes pour la gloire des dieux païens. Sa passion pour l'ésotérisme s'invite même jusque dans ses majuscules avec son A signature qui évoque, Mince, ça alors, ça ressemble vraiment à une grosse bite. Oui, super, sublime, une forme phallique quoi, on a compris. Bref, vous imaginez un petit peu le coup de pied que ça fout dans la fourmilière de l'Angleterre victorienne. On le soupçonne même d'avoir été enrôlé par un espion, donc le mec semble avoir clairement toutes les casquettes du vice. Mais difficile de démêler le vrai du faux, tant les journalistes ont spéculé sur son compte. Avec une pareille existence, on se doute bien que le bougre n'a pas dû durer très longtemps. Et le 1er décembre 1947, au beau milieu de la nuit, Aleister Crowley est terrassé par une bronchite chronique, dont il ne guérissait pas à cause de sa consommation excessive de drogue. Bon 6 pieds sous terre, il devait déjà moins faire le malin, non? Bah tu crois ça? En fait, le gars avait beau finir ruiné, il était vêtu d'une robe blanche brodée de rouge dans son cercueil. Entouré d'objets magiques aux significations étranges, il portait une écharpe où figuraient les 12 signes du zodiaque et a même tenu à porter une couronne, un glaive et un sceptre pour sa dernière apparition terrestre. On peut trouver ça bizarre, mais ça a quand même de la gueule. Alors bon, vous l'avez compris, Crowley a eu une existence de scandale. Et à défaut d'avoir été bien accepté par son époque, le mage et ses légendes deviendront une source d'inspiration pour énormément d'artistes modernes. Tiens, par exemple, connaissez-vous cet album des Beatles? Évidemment, c'est leur 8e album studio sorti en 67, j'ai le vinyle dédicacé par Paul. Oui, précisément. Eh bien, cette pochette est devenue culte car elle rend hommage à tous les grands personnages qui ont inspiré Lennon, McCartney et compagnie. Et devinez qui se trouve en haut à gauche de l'image? Eh ouais, notre mage préféré,
Autre exemple, celui du célèbre groupe de rock Led Zeppelin. Jimmy Page, le leader et guitariste du groupe, ne cache plus son obsession pour l'histoire d'Aleister Crowley. Passionné de magie et d'occultisme, il a d'ailleurs racheté le manoir de Boleskine en Écosse qui appartenait à Crowley. Certains disent même que Stairway to Heaven, le tube planétaire de Led Zeppelin, cacherait une signification sataniste. Mais bon, les théories du complot, des fois, on sait ce que ça vaut. Après, on trouve aussi plein de références à Crowley dans des chansons de Marilyn Monroe. Non. Concentre-toi sur tes paplards, regarde tes notes de merde. Non, pas Monroe, c'est pas la bonne. De Marilyn Manson, David Bowie, Jimi Hendrix, Iron Maiden et même chez les Red Hot Chili Peppers. Et je vous parle même pas du mouvement hippie des années 60 où on cherchait de nouveaux moyens de s'émanciper spirituellement, dont notamment la drogue et la liberté sexuelle. Et ça aurait été une belle époque pour notre mage, dont les écrits ont été redécouverts à cette époque. Bref, Aleister Crowley a marqué les esprits, en bien ou en mal, mais en tout cas le bonhomme n'est pas passé inaperçu. Est-ce que, maintenant, vous qualifierez notre personnage du jour comme ayant effectivement été l'homme le plus malsain au monde? Je vous mets le petit sondage qui pop juste ici, où vous pouvez me donner directement votre avis et voir ceux des autres personnes qui ont voté. Mais n'oubliez pas, de ce que l'on sait, Aleister Crowley n'a jamais tué personne. Certes, il fut accusé de nombreux maux, dont certains étaient clairement vrais, mais pour beaucoup d'entre eux, ce sont aussi les journaux qui en ont pas mal rajouté. Et justement, selon l'éditeur belge Stéphane Heubeck, Crowley a souffert d'une très mauvaise presse et a souvent été mal compris. Par exemple, il n'était pas seulement drogué, il témoignait aussi dans ses écrits pour aider les autres à se débarrasser de leurs addictions. Ce n'était ni un meurtrier ni un fou, mais quelqu'un qui plutôt avait à cœur de défendre les incompris et les marginaux de l'époque, typiquement les homosexuels ou les ivrognes. Et ce n'était pas non plus un gourou avide de pouvoir, mais un partisan de la liberté individuelle. Dans le fond, le plus grand tort d'Aleister Crowley, ça pourrait très bien être d'être né dans une Angleterre qui ne supportait pas d'être contredite, secouée ou dérangée par un personnage aussi sulfureux. La vraie question, c'est, serons-nous un jour capables de vraiment comprendre qui était Crowley? Pour certains, c'était simplement un écrivain raté, un égocentrique qui aimait se montrer et attirer l'attention sur lui. Et pour d'autres, c'était un suppôt de Satan qui a attiré le malheur partout où il est passé. Pour d'autres encore, c'était un modèle de modernité spirituelle, un éveillé qui offrait à chacun une façon de s'émanciper hors des codes religieux. Quoi qu'il en soit, Crowley reste un des hommes les plus scandaleux de son temps. Et lui qui adorait être mis en avant, on peut peut-être lui laisser le mot de la fin. Homme, sois fort, jouis de chaque chose et de chaque extase, sans craindre qu'un dieu doive te condamner pour cela. Eh bien voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et merci aussi à Audible d'avoir pu nous donner un coup de pouce. N'hésitez pas à aller checker leur service, bien entendu. Pensez qu'il y a un lien en description qui vous donnera le droit à une réduction si ça vous intéresse. Et sur ce, la Poiscaille, on se dit à très vite.